Vous vous souvenez peut-être de ma précédente participation à Fred Z, dans laquelle je parlais d'une île et je cherchais à savoir pourquoi les îles s'appellent comme elles s'appellent. Et je vais rester un petit peu sur ma lancée avec ma 12e participation à Fred Z. Les thèmes sur lesquels je suis tombé cette fois-ci sont Ardèchir Reporter ainsi que la deuxième circonscription de la Creuse. Et mon approche va consister à me poser une question similaire pour ces deux thèmes, c'est-à-dire Monsieur Reporter était-il vraiment reporter et la Creuse est-elle vraiment creuse? On commence tout de suite avec Monsieur Ardèchir Reporter. Ardèchir Reporter, c'était une sorte d'agent secret qui travaillait pour l'Angleterre. Il est né en Inde, mais il travaillait en Iran pour le compte de l'Angleterre. Et donc son vrai métier, c'est d'être agent du renseignement. Et sa couverture consistait à travailler pour le journal Times, qui est donc un journal anglais mais qui a une antenne à Bombay. Et donc même si en réalité il était agent de renseignement, eh bien il se faisait passer pour un reporter. Il se trouve que ça tombe bien puisque c'est justement son nom de famille. Ça n'est pas lui qui a choisi son nom de famille, hein, c'est son vrai nom que portait sa famille depuis avant sa naissance. Et apparemment c'est un nom assez typique dans les communautés parsis. Les Parsis, c'est la communauté indienne zoroastrienne, c'est-à-dire les Indiens qui sont disciples de Zarathustra. Et chez les disciples de Zarathustra à Bombay, il y a certains noms de famille assez courants, apparemment, qui sont souvent des noms inspirés de métiers, du métier de la première personne qui a porté ce nom-là. J'en ai trouvé quelques-uns. Il y a par exemple Doctor ou Engineer, ou, et celui-là je l'aime beaucoup, Soda Waterwala, qui était le nom donné au porteur d'eau gazeuse. Soda Waterwala. On peut noter que le fils de Monsieur Reporter s'appelle également Reporter, qu'il a été également agent secret et qu'il a également utilisé la couverture de Reporter. Une affaire qui marche. Et on passe maintenant à la Creuse. Le département de la Creuse s'appelle comme ça parce qu'il y a une rivière qui s'appelle la Creuse à l'intérieur. La rivière elle-même s'appelle Creuse, qui vient de Cruesa. Et l'étymologie n'est pas extrêmement claire parce qu'on est pile à la frontière entre Languedoc et Languedoil à cet endroit-là, mais grosso modo, il y a quelqu'un, là, un toponymiste, Ernest Nègre, qui nous dit que c'est probablement dérivé d'un terme pré-celtique, Croza, signifiant vallée profonde. Donc d'une certaine manière, ça a un rapport avec l'idée de creux. Mais moi, la question que je voulais poser, c'était est-ce que la Creuse est-elle vraiment creuse à l'intérieur? Et là, j'ai des éléments de réponse qui concernent la deuxième plus grande ville de la Creuse, c'est-à-dire la souterraine. Ça, déjà, ça m'a toujours amusé en soi. Mais pourquoi la souterraine s'appelle comme ça? Parce que sous la ville, il y a une structure souterraine, creuse donc, qui est une crypte sous l'église. Mais ce n'est pas tout. Pas loin de la souterraine, il y a un château qui s'appelle le château de Bridier. Et il y a une légende qui raconterait qu'il existe un tunnel qui relie le château de Bridier à la crypte de la souterraine. Mais ce n'est pas tout, et on va aller de plus bizarre en plus bizarre, car il y a une autre histoire qui est liée à ce tunnel, et c'est celle de Mousgagnet. Et là, vous verrez encore que ce nom ne sort pas de nulle part. Mousgagnet, qui s'appelle Urbain Gagnet, c'est quelqu'un qui a vécu au XVIe siècle et qui était sonneur de cloches et fossoyeur. Et c'est lui qui aurait découvert en premier l'existence d'un tunnel sous l'église de la souterraine, ainsi que l'existence d'un trésor au bout du tunnel. Mais, petit twist, selon lui, le tunnel n'était accessible qu'à un seul moment pendant l'année, qui était pendant la messe de Noël. Et uniquement au moment de sonner les cloches de la messe de Noël. Sauf que, comme il était lui-même sonneur de cloches, il ne pouvait pas aller dans le tunnel en même temps qu'il sonnait les cloches. Donc un Noël, qui était Noël de 1556, il a demandé à ses fils de sonner les cloches à sa place, pendant que lui, il allait dans la crypte attendre que le mur s'ouvre pour pouvoir pénétrer dans le tunnel, ce qu'il a fait.
Mais une fois le sonnage de cloche terminé, bah, l'entrée du tunnel s'est refermée sur lui et il s'est trouvé coincé dans le tunnel. Jusqu'à l'année suivante, Noël suivant, on ressonne les cloches, le tunnel se rouvre et là, donc en 1557, Urbain Gagnet ressort du tunnel avec le trésor, mais qui était en fait juste une poignée d'ossements, apparemment. Et il était surtout couvert de mousse, puisqu'il avait vécu dans un tunnel pendant 1 an, d'où le nom de Mousse Gagnet qu'on lui donna. Et apparemment, les gens de sa famille et de la ville ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont chassé en le prenant pour un fantôme. Et donc il a été tranquillement au cimetière pour mourir, sagement au cimetière. Ce n'est qu'une fois sa mort que ses enfants l'ont reconnu et l'ont enterré avec ses os, avec ses os à lui, mais aussi avec les os du trésor. Voilà, c'est le genre d'histoire qu'on raconte dans la Creuse. Et beaucoup plus récemment, au XXe siècle, il y a certains habitants, je crois que c'était dans les années 80, qui ont commencé à se plaindre parce que le nom de Creuse, selon eux, portait préjudice à l'image du département. Et donc, à ce moment-là, les Côtes du Nord venaient d'être renommées Côtes d'Armor. Et il y a eu une campagne locale dans la Creuse qui a proposé de rebaptiser la Creuse en Creuse en Marche. Marche étant l'ancien nom du département. J'ai regardé, surtout dans la deuxième circonscription, s'il y avait d'autres noms en rapport avec l'univers du creusage dans la Creuse. J'ai trouvé Roche, Souparsa, Lavex-les-Mines, Bosmoro-les-Mines, Baville, Barroger, Trois-Fonds, la Selle-sous-Gouzon, le Bord, Besse-Mathieu, le Puy, et quelques trucs du style. Et aussi, dans un autre style, j'ai trouvé un village qui s'appelle Magna-l'Étrange. Je trouve ça pas mal. C'est le nom de 2 familles qui résidaient dans ce village-là, Magna et l'Étrange. Maintenant, je vais faire une troisième partie un petit peu plus générale de conférence sur l'onomastique, l'étude des noms, et en particulier les aptonymes, qui est un sujet sur lequel j'ai souvent eu à me pencher, comme vous le savez peut-être. Il y a un proverbe qui dit « Nomen est omen », le nom est un présage. C'est un vague jeu d'allitération, nomen, omen, mais qui marche qu'en latin. Mais est-ce que ça marche tout court en fait? Est-ce que vraiment quand on s'appelle reporter, on a plus de chances de devenir reporter? Il y a eu pas mal d'études sur le sujet, notamment par la personne qui a, si j'ai bien compris, inventé le mot aptonyme, qui est un Québécois, il s'appelle André Bougaïev, et il a fondé un centre des aptonymes. Alors, je ne sais pas vraiment quelles sont les activités de ce centre, mais visiblement, il recense en tout cas des aptonymes. On a aussi une personne qui s'appelle Jacques Bock qui a parcouru la France pendant les années 2000 pour rencontrer des personnes dont le nom était prédestiné. Et il y a des personnes comme Brett Pelham qui a analysé ces données-là et qui a essayé de trouver s'il y avait des biais, s'il y avait des corrélations particulières entre les noms et les métiers. Et il en a trouvé. Par exemple, apparemment, les personnes qui s'appellent Denis ou Denise sont plus nombreux parmi les dentistes que parmi les avocats. Ce qui ne fait pas forcément un sens étymologique très fort, puisque Denis, ça vient de Dionysos, mais ça ferait, selon lui, penser à dentiste. Dans le même style, il y a les hommes qui s'appellent Cal ou Tex, c'est des prénoms américains. En général, quand ils déménagent, ils ont plus tendance à se diriger respectivement vers la Californie ou le Texas, significativement plus que ce qu'on pourrait attendre d'un hasard pur. Il y a aussi une étude de l'Université hébraïque de Jérusalem qui tendrait à prouver, alors je ne sais pas sous quels critères, mais que le prénom, au fil du temps, influencerait les caractéristiques physiques des individus, de leur visage par exemple. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui est la cause de quoi? Est-ce que le nom influence le physique ou la destinée, ou est-ce qu'il y a un troisième paramètre qui corrélerait les 2 premiers ou quelque chose comme ça? C'est bien sûr pris en compte. J'ai trouvé différentes expressions utilisées, je suppose plus ou moins en sociologie,
désigne ce genre de phénomène. Il y a déterminisme nominatif, il y a égotisme implicite. Ça, c'est dans l'idée qu'on préfère quelque chose qui nous ressemble, même lorsque la ressemblance est totalement symbolique, typiquement entre un nom propre et le nom d'un métier ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai mis quelques exemples célèbres de côté, histoire de l'urologue Dr Pipi-Sal, le basketteur français Michael Gelabal, Simone Loterie qui a gagné 30 millions de francs en 99 au loto, ou encore Monsieur Meurt de soif, automobiliste arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il y a aussi des contre-aptonymes. Il y a un footballeur italien qui s'appelle Ciro Immobile. Et chez nous, on a évidemment la chanteuse Véronique Sanson. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a tellement que ça pourrait durer longtemps, mais je vais donner quelques autres exemples du côté des villes. En Écosse, il y a 3 villes qui constituent ce qu'on appelle la trinité de l'ennui. Il s'agit de Dool, Boring et Bland. Et en 2013, elles se sont auto-proclamées la League of Extraordinary Communities. Et elles organisent des jumelages avec d'autres villes, des fêtes. Il y a une fête particulièrement qui a lieu le 9 août, la Dool and Boring Day, pendant laquelle il y a des fanfares, etc., des choses ennuyeuses. En France, on a quelque chose d'un peu similaire avec le marché animé des communes de France au nom burlesque et chantant. Et je suppose que le lieu change d'année en année, parce que cette année c'est à Simplet. Mais j'avais déjà entendu parler de cette fête qui avait lieu une année à Trécon, dans la Marne, et aussi à Cornu. Donc je suppose que bon, ça passe d'un village à l'autre, à condition que le nom soit truculent. Il y a une autre fête un peu bizarre qui s'appelle le Rassemblement des 2 et plus de Pleucadeuc. C'est dans le Morbihan. Là aussi, on peut se demander à quel point c'est un hasard ou pas, puisque le nom de Pleucadeuc, ça vient de paroisse. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée d'être 2. Mais apparemment, ça ressemblerait assez à plus que 2 pour qu'on y organise des fêtes. C'est une fête qui a lieu le 15 août et pendant laquelle on rassemble des jumeaux, triplés ou plus que ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'en profite pour faire un peu de promo, puisque si le sujet des aptonymes vous intéresse, ou des noms truculents vous intéressent, vous pouvez trouver beaucoup d'informations pas forcément très utiles à ce sujet dans mon livre, le livre secret. Mais je n'en dis pas plus et je vous souhaite quelque chose. Je sais pas encore quoi, je vais réfléchir. À bientôt!